Chère Elsa, bonjour. Bonjour Julia. Bienvenue dans cette cave. J'entame avec toi ce cycle de discussion dans ce lieu qui m'est cher parce qu'il a vu beaucoup de personnes, il a accueilli beaucoup de moments. On voit d'ailleurs sur les murs des inscriptions, on voit des mots, on sent qu'il y a eu de la vie, il y en aura encore beaucoup. Et voilà, on est dans les profondeurs de la terre. Moi, ce que je vois ici, ce que je sens, c'est comme un cocon de pierre. C'est un antre. Et un antre, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un endroit où on réfléchit, où on se retrouve. Ça peut être un endroit qui fait peur. Ça peut être un endroit secret où on se cache, où on se dévoile aussi. C'est aussi un refuge pour les animaux. Ça évoque la nature, ça évoque beaucoup de choses et je voudrais entamer ce moment avec toi par ton impression sur le lieu dans lequel on se trouve, qui est alors chargé de plein de choses, de photos, il y a une pompe à bière, il y a une platine vinyle, il y a plein de choses. Mais si on pense à simplement cette grotte, cet endroit un peu retiré, qu'est-ce que ça t'évoque ? Tu m'ôtes le mot de la bouche, ça m'évoque une grotte. Je suis amusée par la correspondance de certains tout petits événements qui restaient à l'état d'anecdote jusqu'à ce qu'ils puissent être mis en relation finalement avec toi, sans qu'on les prémédité. À savoir déjà juste rebondir sur tous les objets que tu as mentionnés, qui sont en fait pas les premières choses que j'ai vues, ni les premières choses que je ressens, même si elles sont là. Mais au contraire, je trouve que cet espace, loin d'être chargé de... Il est chargé de vie, de souvenirs, de mémoire, mais il est surtout, entre guillemets, chargé d'espace, donc déchargé. Et je trouve que c'est un espace qui ressemble à une bulle. Il y a quelque chose de rond, bon, il y a la voûte, et cette rondeur, t'as parlé d'antre, moi j'ai envie de rajouter un V devant, comme un ventre. Et d'abord, je suis extrêmement émue d'être invitée à entrer dans cet antre et de partager cette intimité avec toi, avec vous. Et je pense juste à cette idée de profondeur. Il nous arrive parfois de parler du lieu de vie et tu sais combien je suis attachée à la hauteur, à la lumière, à la clarté, à la suspension, à la sensation d'être dans tous les appartements où j'ai vécu jusqu'à présent ces dernières années qui sont sous les toits. Donc j'ai la sensation d'être dans une cabane ou dans un nid en hauteur, d'avoir une vue sur le ciel. C'est toujours assez important pour moi, ça me donne l'impression de respirer mieux à Paris. Et ça me donne au sens propre de la hauteur, comme au sens symbolique. Et je me sens protégée par la hauteur. Et c'est très intéressant de prendre le contre-pied en descendant au plus bas, puisque sous la terre, alors que je passe ma vie à éviter d'être sous la terre, puisque je fais du vélo depuis quelques années, et j'évite avec beaucoup de stratégie les transports en commun, etc., même quand je suis chargée, justement pour rester à l'air libre. Mais là, j'aime descendre parce qu'on est dans un endroit qui est protégé par des pierres. Et je trouve ça extrêmement protecteur. Je sais pas pourquoi, mais la pierre me fait du bien. Elle a peut-être quelque chose de froid et qui semble immuable par rapport au temps qui passe, qui est extrêmement rassurant, comme un roc. Et juste un tout petit détail qui peut sembler coquet, que je me serais jamais permise de raconter parce qu'il aurait été futile, mais là prend du sens, c'est que tout à l'heure j'ai cherché un parfum. Il y a quelques parfums auxquels je suis habituée, des parfums de peau, ou des parfums d'ailleurs juste pour les sentir dans les huiles essentielles, ou dans des fleurs là, qui commencent à sortir à travers les grilles de jardin. Et j'ai cherché un parfum pour la peau,
à mettre aujourd'hui, cet après-midi, pour venir te voir, pour vivre ce moment. Et le parfum que j'ai eu envie de mettre, qui est un parfum que je n'ai jamais porté. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite en t'accueillant. Je me suis dit, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. C'est nouveau. Ce parfum s'appelle Abyss. Mais incroyable. Voilà, Abyssae, plus exactement. Et si je faisais abstraction du nom du parfum, je trouvais qu'il m'évoquait des senteurs marines, fruitées, qui m'évoquaient pas forcément un voyage absolument dans les profondeurs. Mais le côté parfum d'odeur marine m'a quand même entraînée dans un paysage sous la mer, sous l'eau, qui donc justifie peut-être le titre que le parfumeur a donné, Abyssae, et qui en tout cas justifie le bien-être de descendre là dans ces profondeurs, qui est loin d'être une coupure avec la hauteur. C'est au contraire, du même arbre on explore les cimes, mais aussi les racines. Et j'aime beaucoup ça, ça me fait du bien, et du reste c'est un travail que j'ai à cœur de faire depuis des années aussi par la thérapie, par la réflexion, et qui n'est, je pense, rien d'autre que d'aller explorer ces profondeurs et ces abîmes, ces abysses. Et justement, en parlant de profondeur, j'ai cherché en préparant ce moment à essayer de définir, ou en tout cas de mettre des mots sur ce que tu m'évoques en termes de sensibilité, qu'est-ce qui me frappe quand je pense à toi et à la manière que tu as d'être au monde. Et évidemment, il y a toujours ce qui me frappe, ce qui me saisit, c'est cette énergie solaire, cette lumière. Et je pense que je suis pas la première à te le dire, je pense que je suis pas la seule à le penser. Mais il y a quelque chose, oui, effectivement, de très, très solaire, très lumineux, il y a une joie. Il y a une joie, et en même temps, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je crois, et au risque de peut-être être de m'avancer un peu, il y a cette sensibilité fine parce qu'il y a une conscience très aiguë des blessures. Et il y a une phrase que mon amie Irène m'a fait lire de Christian Bobin dans l'un de ses livres, où il parle de la naissance et où il parle de la première blessure de l'âme au feu du souffle. Et en pensant à ça, en fait, je pensais aux blessures en fait qu'on a tous, toutes. Et je me suis dit, en fait, il y a cette joie, mais il y a cette joie qui vient puiser peut-être dans tes blessures. Et c'est comme si, au jour le jour, au travers de ton art, au travers de ton rapport aux gens, aux personnes, tu transformais sans cesse cette blessure originelle en joie, en force, en quelque chose qui se renouvelle chaque jour et qui à l'épreuve du temps en fait avance. Et c'est pour moi c'est ce que tu représentes, la sensibilité qui est la tienne, et cette finesse en fait, c'est cette conscience de la blessure, cette conscience de la première brûlure de l'âme. Je sais pas si je l'ai dit correctement, la première brûlure de l'âme au feu du souffle, qui est en fait conscientisée, qui est même utilisée, qui devient un moteur et que tu transformes en quelque chose de beau et de solaire, en fait. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, et je sais pas si t'as conscience de ça, je sais pas si tu es lectrice de Christian Bobin. Mais voilà, c'est ça. En ayant cette phrase en tête, en la relisant, c'était évident que je faisais le lien avec toi. Waouh. Alors tu parles de feu, puis tu me donnes le rouge aux joues, donc j'ai besoin de... On a de l'eau. Remettre un peu d'eau. Écoute, dans cette lumière que tu me renvoies,
Je crois que tout ce que tu viens de dire parle au moins autant de... peut-être de quelque chose que tu perçois de moi que de toi et ton rapport aussi au monde et à la vie et à l'autre et à une écoute. Une écoute qui, je trouve, depuis que je te connais, a aussi un pouvoir vital et une capacité de transformation qui semble aussi naturelle qu'elle est guérisseuse et bienfaisante. Et voilà, je rebondis pour te le dire parce que je lis aussi Christian Bobin, que j'adore. Je l'ai écouté aussi dernièrement dans une interview qui a été retranscrite il y a quelques mois. Je ne saurais plus très bien la citer, mais entendre sa voix et son rire en particulier était édifiant. Et je reconnais bien son langage et c'est quelqu'un, je suis heureuse que tu l'amènes auprès de nous parce que c'est justement quelqu'un auprès de qui, ou en tout cas auprès de son œuvre, auprès de laquelle j'ai l'impression de pouvoir puiser lorsque je n'y vois plus clair ou que trop de poids peut m'accabler. Pouvoir puiser une source de vitalité, mais qui n'est pas seulement, comme tu l'as si bien dit, un optimisme entre guillemets simple et unilatéral, mais qui est justement une capacité à prendre en compte la vie dans une unité folle et une diversité folle, et de là en choisir, peut-être qu'il y a un choix qui se fait dans son écriture, dans sa pensée. En tout cas, ce qu'il nous laisse, ce qu'il choisit de nous laisser dans ses livres, c'est le choix de voir le beau, de voir comment résonnent vraiment les choses, y compris celles qui nous déplaisent. Et ce vraiment rend la perception belle, même si ce qui est décrit n'est pas beau. Et être au plus près comme ça, là aussi, d'une sensibilité au monde, c'est peut-être quelque chose que j'essaye de suivre moi aussi grâce à d'autres maîtres, comme Christian Bobin que tu as cité, des personnes aussi que j'ai connues dans ma vie ou que j'ai pas eu l'occasion de connaître parce qu'elles sont plus de ce monde, mais qui nous ont laissé suffisamment de traces. Dans la musique, on en a beaucoup. Et puis à travers des liens très importants dans le monde du présent et des vivants au présent, et certaines amitiés comme la nôtre en font largement partie. Et je suis très honorée que tu me brosses un portrait si flatteur et lumineux. Et je dois quand même confesser que nombreux sont les moments où je cherche cette lumière et où je peux la croire perdue pour toujours. Mais c'est un petit peu comme en Bretagne où il fait beau plusieurs fois par jour. On peut croire perdue cette lumière pour toujours plusieurs fois par jour, mais également la retrouver jusqu'à présent, puisqu'on est là. Si on est là pour en parler, c'est bien qu'elle est toujours là pour nous guider. Puisqu'on parle de lumière et chercher la lumière, je me souviens très bien d'un matin à Dublin où tu n'avais pas trouvé le sommeil, ou alors tu t'étais réveillée très tôt et t'étais partie seule voir le lever du soleil. Ah oui, ça c'est ce que je préfère faire. Et ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup? Je le fais peu à Paris. Ça m'arrive de le faire parce que à la période du printemps, depuis des années, peut-être un petit peu moins en prenant de l'âge, parce que j'aime à croire que je m'apaise un petit peu. Ou bien je me désensibilise. Je ne sais pas si c'est un synonyme. Mais au printemps, il y a un effet, même avant le printemps, parfois dès le mois de février, si tant est qu'on fonctionne comme les arbres, il y a des montées de sève, je dirais, qui me réveillent littéralement la nuit. C'est assez mystérieux et presque inexplicable, à part en le ramenant à la métaphore du monde végétal et animal, qui savent très bien instinctivement que le jour va arriver, que voilà, le rythme des saisons, quels sont leurs besoins, etc. Eh bien, j'ai souvent
entre guillemets, souffert de ça, de me réveiller au printemps de façon précoce. Et c'est pourquoi je dis souffert. En soi, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une souffrance parce qu'elle est en décalage avec notre rythme social, socio-professionnel, quand j'étais étudiante. Donc, très bien, je me réveille, je passe 3-4 heures avec une énergie extraordinaire, je vais voir le lever de soleil lorsque je peux le voir. À Paris, c'est plus rare de le voir vraiment complètement, mais dans mes séjours à Helsinki ou à Dublin, je me rappelais pas, mais c'est tout à fait plausible. Où on a des bras de mer, des bras de forêt, des bras d'horizon entiers à contempler. C'est facile de sortir de chez soi et d'aller voir le lever de soleil. Je trouve cette phrase incroyable à dire, c'est facile de sortir de chez soi et de voir le lever de soleil. C'est en fait un luxe, mais oui, c'était facile. Certains endroits, c'est facile, et par chance, avec cette espèce de métabolisme totalement qui se laisse, manipuler par les changements des saisons et du cycle d'une année, j'ai pu profiter de moments comme ça, sublimes, mais aussi quelconques qu'un lever de soleil. Mais après, voilà, il faut rester réveillé, faire ses cours de violon, jouer, etc., etc., et être en lien avec le monde extérieur. Et ce décalage-là est douloureux. Ce décalage-là demande un effort, voire impose de s'imposer une violence à soi-même pour non seulement y faire face, mais s'y mêler. Et j'ai des souvenirs, lorsque j'étais étudiante, de périodes où on avait un planning de sessions d'orchestre. Ça pourrait encore m'arriver aujourd'hui dans le monde professionnel, mais c'était encore plus vrai quand j'étais un petit peu plus jeune. De sessions donc, avec des horaires très fixes, il y a 20 minutes de pause syndicale, entre guillemets, 1 heure au déjeuner. Et je passais ces petits instants, je les volais littéralement à la journée pour aller m'allonger sur, s'il n'y avait pas un siège sur lequel je pouvais m'allonger, à même le sol, peu importe, mais pour pouvoir un tout petit peu reconvoquer des forces physiques et mentales, pour pouvoir m'aligner avec mon devoir, entre guillemets, ce pourquoi j'étais là et ce que je devais faire avec les autres, qui est aussi important, mais qui ne rentrait pas en harmonie avec l'imprévisibilité de mon énergie. Effectivement, tu parlais de sommeil, où je pouvais être, on peut le dire, insomniaque, mais j'aime pas tellement ce mot qui connote l'insomnie la contrariété, voilà, le de la stress. Exactement. C'est un petit peu différent. Oui, c'est pas un encombrement mental qui provoque l'absence de sommeil. Pas nécessairement. Je peux aussi avoir des problèmes de sommeil de ce genre-là, mais là, on parle de tout à fait autre chose, d'insomnie, entre guillemets, de printemps, qui sont liés à un surplus d'énergie qui nous déborde, et que faire si ce n'est aller en profiter pleinement au détriment du reste de la journée où on est attendu pour le coup. Mais c'est aussi parce que c'est inattendu que ces moments-là sont des grands cadeaux. Et j'ai des souvenirs mais inouïe de bien-être et de beauté par 4 degrés à Helsinki, à 5h du matin, en avril ou en mai, être seule au milieu des arbres et de la plage, et voir cette boule d'or émerger. En parler, ça me fait un peu l'effet... C'est comme quand on veut capter sur une carte postale un lever de soleil, c'est tout de suite extrêmement dénué de sa substance. Mais voilà, c'est vrai que en tout cas par rapport à ce que tu évoques sur le sommeil, mais ces moments-là ont été non seulement source de beauté, de contemplation, de bien-être, mais aussi souvent d'inspiration. C'est aussi des moments où parfois j'ai écouté certaines musiques, ou bien composé ou écrit des poèmes, eu des idées révolutionnaires pour ma vie, que généralement je n'ai pas su tenir. Et même si il n'y a pas de suite, je pense qu'ils sont très précieux pour trouver son air dans une vie qui n'est pas toujours très bien pavée pour diverses raisons, pour tout un chacun. Et trouver son air, oui, et il y a plusieurs mots auxquels j'ai pensé pour toi.
Et notamment par rapport à la nature, il y a l'idée de régénérescence. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce mot quand même toujours. Et puis, dans cette idée de trouver son air, de respirer, en fait, je me suis dit, Elsa respire avec la terre. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une lumière, mais il y a aussi quelque chose de profondément... plus qu'ancré, mais oui, une profondeur que tu sembles... qui semble résonner avec toi. Après, ma question était aussi dans ces moments face à la nature, face à la lumière qui se lève, face à tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'assister à un spectacle magnifique? Est-ce que c'est d'être seul à l'intérieur de cet espace-là qui se régénère, qui meurt, qui renaît? Ou est-ce que c'est tout simplement l'ensemble de tout ça? C'est une très bonne question que je n'ai pas encore creusée. C'est sûr que j'ai un grand besoin d'instant, mais même très bref. Quand on est... je donne un exemple extrêmement banal. Enfermé toute une journée en répétition, ou j'ai joué au théâtre dernièrement, voilà, donc on est beaucoup dans des lieux sans fenêtre, sans... Il suffit de quelques instants de voir le ciel, et de respirer, éventuellement s'il a plu, encore mieux, sentir pour que ça aille mieux. Donc c'est quelque chose qui par chance donne beaucoup en peu de temps. En concentré. Et je crois qu'il y a un sentiment d'unité, un peu comme quand on regarde les étoiles de nuit, quand on a la chance de pouvoir les voir, qu'on est dans un espace où le ciel est dégagé, voilà, et on regarde la voûte céleste. Il y a souvent, j'ai l'impression, quand on en parle avec diverses personnes, un sentiment d'être tout petit et aussi de retrouver une place qui nous va bien finalement dans cet univers. Une place qui n'est pas trop grosse pour nous. Une petite place et où on a le droit d'avoir par la lucarne de nos pupilles le spectacle le plus divin qui dépasse notre imaginaire. Et c'est ce que j'aime en allant me promener sous la pluie ou dans un rayon de soleil ou dans la forêt, voilà. C'est que on redevient un être sensoriel tout simplement qui, au lieu d'avoir à protéger ses sens des agressions, trop de bruit, trop de, je sais pas, de sollicitations visuelles ou sociales, ou etc., peut laisser en paix ses sens et les laisser se mettre en contact avec des choses qui sont-elles faites pour être agréables à l'humain? J'en sais rien, mais pour moi, elles sont très agréables, et pas que pour moi, évidemment. Et c'est ce soulagement, en fait. C'est ce soulagement, je crois, que je viens chercher dans ces moments-là, dans ces endroits-là, tout en ressentant que je suis aussi très bien là où je dois être quand je suis en train d'être dans une activité citadine, intense, au contact de tas de choses liées au travail, au sociable, et il peut y avoir tout autant de vie là-dedans, bénéfique, mais ce qu'il y a dans la nature en premier lieu, je crois, c'est ce soulagement. C'est comme une détente pour nos sens olfactifs, visuels, auditifs, et ensuite une nourriture qui vient rarement nous agresser. J'ai la chance de connaître le peu que j'ai vécu avec la nature, ça a toujours été du paisible, du ressourçant, tout au plus un effort supplémentaire en randonnée, mais tellement récompensé. Et puis il y a le sentiment de pouvoir être un être vivant parmi les autres, sans autre injonction. Ça paraît peut-être un peu simplé dit comme ça, mais on a parfois, peut-être par éducation, par humanité, par culture, on porte un certain nombre de choses, de valeurs, de choses plus ou moins lourdes et agréables, et qui, au contact d'autres éléments de la nature, sont non seulement inutiles, mais presque inexistants. Et
c'est pas ces choses-là qui rentrent en relation tellement, ou peut-être pour un philosophe ou pour un scientifique qui va étudier sa relation au monde, ou étudier ces objets-là de la nature. Mais pour moi, ça me permet d'être un peu sur un plan... tu parlais de respirer avec la terre, c'est loin d'être, même si je l'entends comme un compliment, c'est surtout plus qu'un savoir-faire, c'est un besoin. Mm-hmm. C'est un besoin pour être le plus centré possible au présent et essayer de... Je crois que je passe pas mal d'énergie de ma vie à me ramener ici, avec les vivants, maintenant. Et c'est un effort, ça C'est de plus en plus un désir, et ça a été parfois un effort. Oui, ça a été parfois un effort parce que je trouvais parfois refuge dans des endroits qui me laissaient en réalité mélancolique, mais au moins je vaquais, je pouvais paître à ma guise. Ou par exemple dans ma tête. Non, mais dans quelles circonstances? Ouais. Eh bien, par exemple, après la mort de mon frère, Michael, je pense qu'il y a eu une part d'effort pour que j'embrasse ma vie aussi, ici, au présent, que je ne sois pas seulement une sœur en deuil, entre guillemets, en lien avec tout ce à quoi peut ouvrir la mort, qui, en l'occurrence, portait des révélations très fortes de conscience de vie, de lumineux aussi, dans cette expérience. Et j'avais le sentiment d'avoir un fil lumineux aussi qui pouvait me relier à Michael et qui peut-être serait menacé, je le croyais pouvoir être menacé, ce lien peut-être imaginaire, ou en tout cas insondable, menacé donc par le bouillon quotidien de qu'est-ce qu'inflige un deuil, du chagrin, de la peine, du désespoir, etc., des blessures personnelles, familiales. Et donc tout ça était un peu dissocié. Et j'apprends au contraire à essayer de concilier, en tout cas que toutes ces choses puissent coexister. Et avoir un sens. Un sens, j'ignore lequel, mais en tout cas que nos sens puissent percevoir le plus de choses possibles sans que l'une menace l'autre. C'est-à-dire être un petit peu, entre guillemets, perché dans un monde peut-être qui nous élève, plus spirituel, ne soit pas la porte ouverte à un égarement total par rapport à nos missions sociaux, professionnels, etc. Et inversement, que le lien aux gens présents, des plus proches aux moins proches, ne soit pas un empêchement à se connecter à cette chose très intime. Et ça, finalement, c'est non seulement un travail, mais une prise de confiance. Une très grande prise de confiance, qui au début est une prise de risque, parce que on accepte que l'équilibre, nous ne le maîtrisons pas, mais qu'un équilibre est possible, et qu'il doit l'être pour notre survie, au fond, et pour une vie meilleure, qu'il doit l'être. Et je me suis égarée dans ta question, je sais plus ce qui nous a amené là, mais... Je me suis égarée aussi. Je t'ai emmenée dans mes lieux d'égarement. Désolée. Non, mais je me suis perdue. Oui, qu'est-ce que je cherchais dedans? Ce que ça provoquait, ou ce que ça insufflait, ou je sais plus ce que... Oui, à la base de la base, c'était ce rapport à la nature, pourquoi il était... ce qui t'apportait à toi en termes
en tant que personne, mais aussi dans ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire ton art et ce que tu pouvais y trouver. Alors effectivement de l'inspiration, mais à quel point la solitude est nécessaire dans tout ça, ou est-ce que c'est juste assister à un spectacle, est-ce que c'est faire partie de ce spectacle? Oui, non, je crois que c'est bien sûr, si tant est que la contemplation, c'est assister à un spectacle, alors c'est assister à un spectacle. Mais pourquoi ce n'est pas assister à un spectacle? Parce que j'entends une dissociation, alors qu'on prend part à ce que j'aime dans la nature, c'est pas juste de l'avoir défilé sur un écran, c'est que nous sommes nature. Nous sommes pur fruit cellulaire de la nature. Et donc oui, donc il y a un vrai sens de respirer avec. Respirer avec, exactement, puisque c'est de toute façon, qu'on le veuille ou non, si on respire, c'est de l'air, on est vivant, on est un être vivant, on est un produit aussi de la nature, au sens le plus, le plus parfait, entre guillemets, possible. Et tu parlais d'inspiration et de... Je pense au disque auquel tu as participé, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Exil. Et je prétends pas que tout le programme de ce disque soit le fruit de balades romantiques dans la nature, mais ce qui est sûr, c'est que ces grandes promenades, en particulier quand j'habitais en Finlande et où je vivais vraiment au pied de la mer et de ces arbres, et ces grandes promenades, je crois, m'ont permis d'être plus en contact avec ma propre parole. Parce que dans le silence, tout relatif, puisqu'il y a des craquements d'arbres, du vent, des oiseaux bien sûr, mais dans cet espace sonore qui invite à l'introspection, oui, aussi, on peut s'entendre penser un peu plus, voire on peut s'entendre parler à soi-même, et cette émergence d'une voix comme ça au quotidien qui est la sienne, l'accueillir, se laisser surprendre parfois par ce qu'on dit, des monologues tout simplement, enfin un peu le travail qui peut se faire lorsqu'on écrit dans un journal intime, mais là le fait, je sais pas, il y a quelque chose de, j'ai envie de dire de magique, mais certainement que ça s'explique, et que peut-être ça a déjà été expliqué, mais j'ignore les explications. Le fait d'être en train de marcher, d'être en mouvement, d'être en route, que le paysage soit aussi du coup mobile autour de nous, rend sa propre parole, si tant est qu'il y a des choses à sortir, particulièrement libératrice et vivante. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais je me suis emparée, riche de cette expérience, que c'était libérateur de marcher, et que ça permettait de sortir des choses qui, disons, pour filer la métaphore, allongées sur un divan ne sera peut-être pas sorties, parce qu'on est justement figé, peut-être. Je l'utilise de temps en temps avec mes propres élèves, les pauvres. Dans nos toutes petites salles de classe qui ressemblent plus à des clapiers parfois qu'à des salles de musique, mais on arrive quand même à pouvoir faire une petite traversée ou deux, et quand il y a quelque chose qui bloque techniquement, ou dans la sensation du rythme, etc. Tu les fais marcher ? Oui, on fait beaucoup ça. On marche des kilomètres dans la salle 109, au conservatoire du 13e. Non, je blague, on le fait beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est libérateur, je crois. Pour l'avoir essayé. Ouais, je trouve que voilà, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire, dose homéopathique, mais un petit peu quotidiennement, qui désacralise, là je parle vraiment de la cuisine, violon, instrumentiste, qui désacralise l'espèce d'injonction de réaliser une partition face à un pupitre. Oui, et qui coupe le corps en fait. En fait, c'est ça aussi, c'est que en étant concentré, évidemment que c'est le corps qui joue, mais c'est le corps à partir surtout de la partie supérieure en fait, les jambes. Alors ça veut pas dire que... Je crois même malheureusement qu'on peut réduire le corps aux yeux chez certains. Oui. Le visuel. Ouais. Les oreilles un petit peu moins, les appuis encore moins. Oui.
Oui, et puis même les appuis, avoir conscience de ces appuis, c'est une chose et c'est bien, mais en fait, ça veut pas dire que ces appuis peuvent pas évoluer, bouger. Et en fait, effectivement, l'exercice de jouer, même faire des cordes à vide euh, en marchant, je pense que si on n'a pas été habitué à le faire, enfin, c'est très déroutant les premières fois. Oui, c'est déroutant et comme par hasard, les gens ne savent plus marcher Et du jour non. au lendemain quand ils doivent le faire avec. Et c'est vrai qu'on pourrait croire on n'arrive pas à jouer en marchant, mais c'est surtout qu'on n'arrive même pas à marcher en jouant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et rien que pour ça, c'est d'autant plus important d'essayer de se remettre en mouvement sur des choses aussi fondamentales que la marche pour permettre voilà, à tous ces apprentissages qui nous définissent comme être humain, bipède, qui sait marcher, qui sait parler, qu'on puisse aussi en reprofiter, non pas pour prétendre faire un concert avec une pièce de musique, conceptuelle sur et la marche et la parole en même temps que le jeu. Encore que pourquoi pas, mais simplement déjà dans l'apprentissage du son et dans les sensations au son, se reconnecter à qui on est avec toute la richesse de ce qu'on a déjà appris, plutôt que d'être coupé de ça et essayer de faire quelque chose qui est encore plus complexe, qui est de jouer d'un instrument. Et en réalité, 99% de notre temps, et moi la première, on le passe à être coupé de sa respiration, j'enfonce des portes ouvertes, des tartes à la crème absolues, mais je m'aperçois en tout cas que la marche, m'ayant aidé à parler aussi, elle aide aussi donc à jouer, elle aide à faire du son, elle aide à... Puisque faire du son, c'est aussi être en mouvement, que ce soit la voix, ou... Il y a forcément un mouvement à un moment donné, en tout cas tant qu'on est dans le domaine des êtres humains. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais en tout cas pour nous, les humains, je crois qu'il y a toujours mouvement pour qu'il y ait un son. Et voilà, il ne s'agit pas de devenir dogmatique et faire sa course à pied avec son accordéon. Non, mais ça ouvre. Voilà, je trouve que ça en tout cas, ça détend, ça désengorge, ça désobstrue des zones de nous qui sont extrêmement simples, qui sont des réflexes. Marcher, respirer, on n'y pense jamais, sinon on ne penserait qu'à ça et notre vie serait réduite. Mais quand on va bien, quand on est en bonne santé, on n'a pas à penser à ça. Et je trouve ça intéressant, si ce n'est magnifique, d'essayer de se remettre en relation avec tout ça. On est venu à parler du violon, mais le violon, je me suis aperçue, il ne faut pas être spécialement doué d'intelligence pour s'apercevoir que c'est fait en bois, mais quand j'ai compris que c'était vraiment que du bois, le violon, ce lien à la nature aussi s'est invité. Je trouve que voilà, nous musiciens, instrumentistes, notamment instrumentistes à cordes, on a cette chance de toucher aussi des matières naturelles et d'être au contact. C'est vrai que même si je peux me sentir mal à cause de tension, parce que je joue comme un pied, je me tiens mal, je fais pas attention, ou j'ai joué longtemps, et ben en attendant, je suis quand même en contact avec des matières qui me font du bien, ce qui n'est pas le cas quand je dois traiter des choses à l'écran, à l'ordinateur, au téléphone, malgré les verres anti-lumière bleue, etc. etc. Il y a une fatigue mentale et physique que je ne connais pas à l'instrument. J'en connais d'autres à l'instrument qui m'emmènent plutôt chez le kiné, mais et je trouve ça curieux et intéressant, et je pense que c'est sans doute pas étranger au bien-être que je ressens aussi en pleine nature. Et tu parlais des appuis, je me permets une petite digression. Quand je suis rentrée à Paris après mon séjour finlandais, où je marchais beaucoup dans la forêt, donc sur la terre et sur le sable, sur la terre nue et sur le sable de la plage, le retour en ville où j'avais un petit peu moins facilement accès à ce genre de matière, évidemment, m'était assez pénible physiquement. Et je me souvenais que ce bitume, ce béton, dans les premiers temps, ça peut paraître un petit peu fou, mais je visualisais un besoin de l'arracher comme un pansement qui étouffait la terre. Et on en avait parlé, je me souviens très bien de ça. Bah, tu vois, on en avait parlé. Mais là, ça me revient. Parce que, oui, contre une matière très dure, nos appuis vont être figés, on se durcit soi-même. Et je crois qu'on est comme l'eau, d'ailleurs. On est constitué d'eau, beaucoup d'eau. On se
on épouse le relief. C'est une force extraordinaire et terrible qu'on a. Ça nous rend peut-être adaptables à de nombreuses situations, trop nombreuses, malheureusement, dans certains cas. Pas toujours heureuses, mais toutefois, sur les appuis physiques, sans rentrer dans toutes les études que des gens bien plus avisés sur ce sujet ont fait, j'ai constaté que de marcher sur des sols inégaux, là aussi permet une mise en mouvement du corps qui, loin d'être fatigante, elle est vivifiante, elle est assainissante, et voilà, on se sent mieux après qu'avant. À l'inverse des sols de ville ou des chaussures qui pourraient aussi nous durcir, et bon, j'en suis pas à marcher pieds nus dans la ville, mais... Ou à faire un marathon pieds nus. Ou à faire un marathon pieds nus. Mais alors, tu parlais de trouver sa voie, et j'aimerais qu'on parle de ton rapport au livre. Je change complètement, mais il y a quand même ce lien de trouver sa voie. Alors, ton rapport au livre a 2 niveaux, et je pense que le premier sera sans doute plus personnel, ton rapport à la poésie. Peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que tu en écris plus que peut-être tu n'en lis. Ou tu répondras à cette question, évidemment. Mais il y a... En tout cas, pour parler très généralement, je vais mettre tout sur la table, on n'a pas de table, mais ce rapport au livre, parce que j'ai lu récemment que tu parlais, en parlant du spectacle que tu étais en train de jouer au théâtre Rive Gauche, que tu n'étais pas certaine d'avoir toujours voulu être musicienne, mais qu'en tout cas, que tu voulais faire de la scène, ça c'était sûr. Que tu voulais faire du spectacle vivant. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il y a plus il y a sans doute des spectacles que tu as fait que je connais pas, mais en tout cas, pour ce qui concerne Madame Ming et Jean Valjean quand tu étais toute petite, ce sont 2 adaptations de romans. Et donc, je voulais interroger d'une part ton rapport au livre en ce sens. Est-ce que j'ai l'image de... Alors, t'es plus dans cet appartement, mais j'ai l'image de ton lit sur le parquet, entouré de livres, par terre. Il y avait des livres partout. Enfin, partout. En tout cas, c'était très fourni d'un côté avec des livres. De mon côté. De ton côté. En tout cas, de ton côté. Côté fenêtre. Et donc oui, ce rapport au livre et aussi du coup ce rapport à la poésie, et savoir si tu en écris plus, tu en lis plus, et quel chemin tu traces en fait dans la littérature. Est-ce que c'est la littérature qui prend le pas? Est-ce que ce sont les mots qui sont les plus importants? Est-ce que c'est la fiction qui est la plus importante? Voilà, débrouille-toi dans cet amas de questions, mais en même temps, je crois que ça dépend sans doute d'un même désir, enfin d'une même chose. Mais oui, je te laisse. Sans doute, oui. Je pense que tu as raison de toucher à ça par différentes portes d'entrée, mais que ça touche à une même chose, qui est aussi un rapport, au fond, à... Ça paraît peut-être très égoïste, mais à sa propre parole, y compris la lecture. Et depuis que je me suis aperçue de ça, inconsciemment, à l'adolescence, j'ai pris goût de la lecture. Tant que la lecture était assistée à un spectacle, passivement, si j'ose dire, je n'entrais pas. Je n'entrais pas dans la parole d'autrui. C'était terrible, c'était extrêmement culpabilisant d'abord, parce que j'étais entourée de gens qui lisaient. Lire faisait partie de l'intelligence la plus noble à laquelle on doit tous aspirer, et toutes. Et c'est le gris-gris de toute éducation qui passe par une école libre pour tous et toutes. Donc lire. Et moi, je n'aimais pas lire, je n'arrivais pas à lire. Très peu. Et j'ai commencé à aimer lire les poèmes. D'autres. Les poèmes ou les nouvelles, les histoires brèves qui n'allaient pas me chercher. Ça, j'ai l'air de parler comme
un enfant qui ne sait pas se concentrer, ce qui était peut-être le cas, mais en tout cas, ça n'allait pas chercher un effort d'attention trop long, c'est vrai, mais la force du poème était qu'elle allait tout de suite toucher à de l'imaginaire, du symbolique, et que j'avais peut-être une plus grande facilité à me faire ma propre histoire dans l'histoire. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les livres que j'étais censée lire, qu'on m'offrait. Oui, et qui, en tout cas, notamment les livres qu'on lit pour l'école, après on les étudie. Et donc on a une lecture assez, alors je vais pas dire orientée, mais en tout cas, il y a une certaine... un rapport scolaire au livre, de ce qu'il faut comprendre de ce livre, des symboles, de ce que ça raconte, du message caché, mais qu'il faut quand même comprendre, et qui peut... En tout cas, moi, je pense que ça a développé peut-être un complexe. Ça peut développer des difficultés, effectivement, de liberté par rapport à un livre. Parce que, comme tu dis... c'est drôle quand tu parles de la lecture comme d'une activité de base de l'éducation normale, noble. Mais en même temps, moi je pense que ce qui me frappe, c'est le côté, en fait, lire, c'est... Quand on sait lire un livre, en fait, c'est l'activité la plus banale, la plus normale, la plus simple, en fait. Tu ouvres un livre, tu le lis. Et puis, entrer dans une librairie, alors je dis pas que c'est facile. Il faut y être... il faut avoir eu cette chance d'être amené dans une librairie. Mais en même temps, il y a le côté... ça renferme à la fois une complexité, une difficulté, un accès qui est pas naturel. Et en même temps, lire un livre, c'est une activité normale, dans un train, dans un bus. Et pourtant... Comment ça se lit, en fait, un livre? Et qu'est-ce qu'on doit en tirer? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et quel degré de liberté on peut avoir par rapport à un livre? Et ce que tu décris de ton rapport, c'est-à-dire d'être entré dans la littérature, en tout cas dans... Je sais pas si c'est dans la littérature, mais dans le monde des livres par le poème. En tout cas, dans le désir de lire. Dans le désir de lire, c'est d'emblée parce qu'avec les poèmes, t'avais cette marge de liberté. Tout à fait. Et en fait, ça renvoie complètement à... ton approche du violon, de l'art, et tout ce qui te nourrit, en fait. Parce que quand on voit tout ce qui te nourrit aujourd'hui, c'est incroyable comme c'est évidemment diversifié, éclectique, riche, mais comme c'est personnel surtout, en fait, à partir de toutes ces influences. Et d'affirmer ce désir-là, petite, alors je dis pas que tu l'as affirmé consciemment, mais en tout cas de savoir, je n'aimais pas lire, et j'avais besoin, en fait, quelque part, de ma liberté, de me construire mon rapport au mot, à la littérature. Enfin, oui. Encore une fois, un rapport au mot, à soi. Au mot, à soi, c'est en fait, c'est que tout était là. Écoute, c'est drôle que tu parles de ça. Ça m'ouvre à beaucoup de tiroirs, tout ça. Alors, par lequel commencer? Parce que... La poésie. Oui, la poésie. La poésie, il y a eu les romans aussi, on reviendra sur les Misérables et éventuellement Madame Ming. Je peux pas m'empêcher de parler de la genèse, on parle de l'école, de ce qu'on apprend. Et il y a la librairie aussi dont je veux parler. Alors, je ne me souviens absolument pas si j'ai appris à lire. Je sais que j'ai appris à lire puisque je sais lire. Mais je ne me souviens pas comment, je ne me souviens pas quand, je me souviens de ma professeure de CP, donc j'en déduis que ça devait être elle, mais je ne me souviens d'aucun exercice lié à ça. Je me souviens un tout petit peu plus tard de ma difficulté à rentrer dans les livres. Mais l'apprentissage de la lecture, c'est un lieu qui m'est inaccessible dans ma mémoire. En revanche, je me souviens très bien de l'apprentissage de l'écriture et de ma jouissance à calligraphier mon tabouret. Mon tabouret est enchanté de ces révélations. Un canard. C'est ça. Ben oui, un canard, hein. On écrit dans un canard. Et donc, oui. T'es bien placé pour le savoir. J'ai très vite nexté cette... Oui, je me suis très vite dégagée de la presse écrite, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est
un autre sujet. Mais... Un autre sujet. Ce qui ne t'empêche pas d'écrire. L'écriture. Donc tu te rappelles L'écriture. d'avoir... Donc je me rappelle de l'écriture, à la appris à fois écrire. pour le geste, le plaisir du geste de l'encre, des lettres, mes lignes et lignes et lignes de lettres à répéter, ce plaisir-là. Du reste, je tiens très mal mon stylo, paraît-il, et Tout le monde, voilà, à sa manière. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont essayé de me Mais ça, l'apprendre. c'est pareil. Il y a pas je crois pas qu'il y ait une manière de tenir son stylo. Ouais. J'ai toujours été très agacée par les stylos-plumes que tu achètes où Ah oui, la manière de disposer les doigts Le lami. est déjà Ouais, c'est une petite... insufflée par Suggérée, petit, ouais. suggérée par le petit La moulure. l'élément de caoutchouc. Enfin, bref. Oui, je vois Peu très importe. bien. Ah oui, oui, oui. Oui, je C'est vois. très agaçant ça. Mais c'est un peu comme... C'est très infantile. Ouais. Bon, en tout cas, je vais pas... Si j'ai eu ce genre de stylo plume, je m'en souviens pas, mais en tout cas, cet apprentissage de l'écriture, je m'en souviens vraiment fort. Je le ressens comme j'entends la plume gratter le papier. Et je me revois au CP dans l'un des exercices que nous avait donné notre maîtresse, c'était raconter un souvenir. Raconter mon souvenir de ma chute au ski spectaculaire, où j'ai cru que j'allais disparaître de la piste. Mais non, je suis arrivée en bas avec juste beaucoup de neige dans le cou et certainement une grosse crise de... Une piste bleue. Une piste, bonne question. Oh, j'étais pas grande, ça devait peut-être être une piste bleu, vert, vert ou bleu. Rouge pâle. Rouge. Non, je pense pas. Ambitieux. Je pense pas qu'on m'aurait emmené là. Mais bref, ce genre de souvenirs qui sont mes premiers souvenirs de rapport à l'écriture. Et ce sont donc mes souvenirs les plus anciens de rapport à la langue écrite. Ceux de l'écriture. Ensuite vient la résistance à la lecture, sauf par les poèmes, les petites nouvelles, et puis, à mon tour, l'écriture de... Alors là, pas seulement dans le cadre de ce qui est demandé à l'école, mais l'écriture de poèmes spontanément. Le premier, je crois que j'étais en CM1 ou CM2. Voilà, il y a eu toute une longue série au collège. J'écrivais des poèmes qui étaient des odes, déclarations d'amour à mes amis. Mais des poèmes que t'écrivais parce que le professeur Ah non, demandait non, non, d'écrire. non. Non. On m'a jamais demandé à l'école en fait d'écrire un poème. Hein. On avait l'expression écrite, ce genre de... On pouvait avoir des pages d'écriture libre, mais le format du poème, je crois pas du tout l'avoir pratiqué à l'école, mais ça m'empêchait pas de le partager avec des écolières. Ou voir certains professeurs. Il m'est arrivé au lycée de partager discrètement quelques fonds de tiroirs de poésie, et l'écriture poétique pendant des années était quelque chose que je ne maîtrisais pas. Je prétends toujours pas le maîtriser, mais je le maîtrisais pas dans le bon sens du terme. Ça jaillissait comme des besoins de coucher sur le papier quelque chose qui demandait à sortir, comme un petit geyser, et ça venait plus que je n'écrivais, au sens du jeu qui... Voilà. Et je retravaillais jamais mes poèmes. C'était le jet d'une improvisation, entre guillemets, si tant est qu'on compare à la musique, dans le sens où c'était pas une composition, je ne les retouchais pas, à part si j'avais peut-être une faute d'orthographe ou quoi, mais il n'y avait pas tellement de... Je revoyais pas la forme, le vocabulaire, pas trop. Et plus tard, les difficultés sont arrivées. La spontanéité. Et plus tard, c'est quand? C'est maintenant. J'ai d'ailleurs cru, quand elle allait me poser la question, quand tu as commencé à parler de livres et d'écriture, j'ai cru que tu allais dire tu écris plus. Tu m'as dit tu écris plus de poèmes que tu n'en lis. Tu as supposé ça tout à l'heure. Et j'ai cru que tu allais dire tu n'écris plus de poèmes. Je me suis dit comment elle sait. Ah non, alors pour le coup non, parce que tu m'en as envoyé un récemment. C'est vrai, en fait j'en écris toujours, mais ce qui est très curieux avec les poèmes, c'est que c'est un peu comme l'histoire, tout à l'heure on disait on peut croire plusieurs fois par jour que la lumière est perdue pour toujours. J'ai régulièrement l'impression que je ne vais plus jamais écrire, et c'est traumatisant. À chaque fois c'est traumatisant. Alors à chaque fois c'est un peu moins traumatisant parce que j'ai un mental qui me rappelle que j'ai déjà eu cette pensée et qu'elle a été largement, détrompée par d'autres aventures d'écriture, mais c'est très curieux le rapport à la création qu'implique l'écriture d'un poème.
Je n'ai pas du tout cette sensation-là avec la musique. Qu'il s'agisse d'une improvisation, pourtant l'improvisation, alors, ne sera jamais plus, si elle n'a jamais été enregistrée. Si elle n'a pas été couchée sur papier, elle ne sera jamais plus. Ça ne procure tout au plus un petit sourire nostalgique en me disant dommage, c'était pas mal, mais ça, c'est tout. Est-ce que je me détache. c'est pas lié à à la recherche du mot juste ou à de la formulation juste qui, quand on l'a, s'évapore? En fait, qu'est-ce qui peut me mettre en détresse après l'écriture d'un poème? Enfin, juste après l'écriture d'un poème, je suis pas en détresse, je suis très parfois contente ou soulagée ou mécontente du poème, mais bref, je suis en lien avec le poème écrit. Mais par moments vient cette sensation que je n'écrirai plus jamais, ou que je ne sais plus écrire, que je n'ai pas avec le violon. Mais parce que le violon, j'ai un peu plus conscience de l'apprentissage. Enfin, comment dire, d'abord, j'enseigne le violon. Donc j'apprends. De quel côté suis-je de l'apprentissage? J'apprends à l'apprendre, je continue à l'apprendre moi-même. Et donc il y a un bagage que tu sais que tu as. Il y a un bagage, en fait, disons, instrumental, technique. Il y a un lien aux autres instrumentistes et aux musiciens qui est généralement, quand je parle d'improvisation, c'est rarement seul, c'est souvent avec d'autres. Donc il y a quelque chose qui est généré par la rencontre, etc. Je sais que ça n'est pas ex nihilo de moi et de moi seule. Jamais, en fait. Tandis que dans l'écriture d'un poème, je n'arrive pas à concevoir les rouages. Ok, j'ai appris à écrire la langue française. Parfois, c'est parce que j'ai été sensible à quelque chose lors d'une promenade ou à quelque chose que j'ai lu. À une période adolescente, je lisais beaucoup, par exemple, de Verlaine ou de Rimbaud, et certains de leurs mots, je ne pouvais pas m'empêcher, ils ressortaient dans certains de mes poèmes. Est-ce que c'était du plagiat ? Je crois pas, parce que c'est... Mais je reconnaissais, disons, l'influence que certaines lectures, en particulier poétiques, pouvaient avoir sur ma propre écriture. Donc, admettons qu'on a aussi quelques outils pour écrire un poème, mais quand bien même on a quelques outils, je les maîtrise moins parce que je les ai moins travaillés aussi que la musique, certainement. Et d'où cette espèce d'angoisse irrationnelle de... Je sais que je ne sais pas le faire, ça se fait. Je sais que je ne connais pas la recette, je ne pourrais pas l'enseigner. Donc voilà. Soit ça vient, soit ça émerge sans que tu l'aies décidé. En fait, c'est comme un esprit qui vient te visiter. Oui, c'est ça. Soit l'esprit vient te visiter et ça sort et c'est beau et tu saisis ce moment. Et j'en suis honorée. Mais une fois qu'il est parti, en fait, c'est comme si tu te sentais, seule face au désir d'écrire quand même. Exactement, je suis visitée par les mots, c'est ça. Et je crois que j'ai plus peur, non pas de pas écrire, mais de ne plus ressentir cette trajectoire qui peut sembler un peu impulsif, mais qui l'est au fond, sur le poème. De plus avoir cette pulsion vitale, en fait, qui prend forme, là, d'un poème écrit. Et... Donc peut-être qu'effectivement, tu en lis plus que tu n'en écris, alors. Actuellement, pas plus tard que tout à l'heure, je suis rentrée dans une librairie, et d'ailleurs, je voulais parler de librairie. Quelle librairie ? Est-ce que tu peux nous livrer Oui, la Friche, dans le 11e ou 10e, près de Voltaire, Charonne. Je pense plutôt 11e. 11e, je crois que c'est le 11e, oui. Le 11e. Et tu la connais ? Non. Ah, écoute, t'as donc un endroit à découvrir, hein, je suis heureuse de pouvoir te l'indiquer. J'ai passé un certain temps au rayon enfant à lire des poèmes, en particulier de Claude Roy, et puis aussi des poèmes d'un auteur ou d'une autrice, j'ai honte, dont je ne me souviens pas, je pourrais pas restituer son nom, pour enfants, destinés aux enfants. Et donc les poèmes de Claude Roy, moi j'en avais appris un quand j'étais à l'école, que j'adorais, que j'ai récité toutes les fêtes de famille qui ont suivi pendant des années. Et qui commençait comme ça. « Voudrais-tu avoir des ailes ? C'est ambitieux, mon enfant. » etc., etc. Mais ça te correspond tellement. C'est peut-être pour ça que je l'ai si bien retenu. Le désir d'avoir des ailes. Oui, c'est vrai. Mais tout à l'heure, qu'est-ce que tu me disais ? Que t'étais un oiseau tombé du nid. Oui, c'est vrai. Quand je descends les étages d'un immeuble, que si j'avais à vivre, à déménager dans un lieu
qui a la prétention d'être en dessous de sous les toits, j'aurai la sensation d'être un oiseau tombé du nid. C'est ce que j'ai dit. Je suis sûre qu'il y a d'autres paramètres que cela dont j'arriverai à tenir compte, mais c'est vrai que cette hauteur, d'être sous un toit, d'être dans la lumière aussi généralement, qu'invitent les étages. Et nous y retournons Et à la lumière. oui, tout à fait. Oui, exactement, on y revient. Nous y revenons. Alors, nous y revenons. À propos de... C'est aussi une forme de lumière, mais même si je n'aimais pas lire, au sens où... En fait, plus que je n'aimais pas lire, je n'aimais pas ne pas aimer lire. J'aurais adoré dire « j'aime lire ». Je n'aimais pas mon rapport à la lecture. Je comprends. Et les livres que j'ai commencé à lire, même ceux qui me passionnaient, rares étaient ceux que j'arrivais à lire en entier. Combien de fois j'ai lu beaucoup le début, me suis essoufflée au milieu, et hop, vite, je suis allée à la fin. Ah, très heureuse d'en conclure, ou bien abandonner momentanément la lecture en ayant butiné quelque chose. Et qu'est-ce que ça laissait comme sentiment d'abandonner la lecture ou de sauter un passage et d'aller à la fin? De honte, d'inachevé, de manque d'engagement par rapport à ce livre. Mais de toi par rapport au livre, oui. ou de toi par rapport aux autres, par rapport à l'idée du livre? Je pense que je me faisais un fantasme totalement dogmatique que qu'est-ce que c'est qu'aimer lire et qu'est-ce que c'est que bien lire. Qui sont deux choses qui pour moi allaient ensemble. Donc le mode idéal me semblait être l'inverse de celui que je n'ai jamais réussi à atteindre, à savoir démarrer un livre au début, en lire un à la fois, aller jusqu'au bout. Et en retenir quelque chose. Et en retenir quelque chose, pouvoir en parler, en être grandi, pouvoir le recommander, le citer, titre, auteur, édition, etc., etc. Si on pouvait créer un club, on serait peut-être juste deux, mais... Et je crois qu'on serait plus nombreuses. Parce que je me suis aperçue en parlant... Je pense que certaines personnes arrivent à... J'en suis heureuse, et je les envie, heureuse pour elles, peut-être à suivre ce mode de lecture, un peu modèle, entre guillemets, enfin qui me semble, moi, modèle, mais je connais aussi beaucoup de gens qui sont de grands littéraires ou de grandes littéraires, ou en tout cas de sacrés intellectuels, des gens qui font quelque chose de leur lecture, qui ne sont pas du tout sur ce mode et qui ont accepté depuis peut-être un peu plus longtemps que moi, ou peut-être que toi, d'avoir ce rapport d'abeille un petit peu au champ des livres. Et pour revenir aux librairies, parce que c'est peut-être aussi lié aux livres, même si donc je n'étais pas à l'aise dans la lecture telle que je fantasmais qu'il fallait l'être, j'ai toujours aimé rentrer dans les librairies. J'ai l'image enfantine de La Belle et la Bête, c'est cette bibliothèque jusqu'au ciel quasiment, jusqu'au plafond, enfin bref, qui est très haut puisque c'est un château. Nappé de livres, enfin nappé non, mais peint de livres, je sais pas, bref, rempli de livres. Et en fait, rentrer dans une librairie, et la friche me donne un peu cette impression parce qu'elle est assez étalée, sans être immense, on ne s'y perd pas. Ça reste une librairie de particuliers avec des libraires qui vous parlent, qui vous conseillent, qui sont proches de vous. Mais ça, quand je rentre dans une librairie, je rentre dans un potentiel. Et ça m'élève, comme la lumière. Même si je lis rien, même si je ressors les mains vides, ce qui arrive rarement. C'est très difficile de ressortir d'une librairie les mains vides, même Vrai. quand on n'aime pas lire. Vrai. Le livre vient à vous. Oui. Mais c'est vrai, et en plus cette idée de potentiel, c'est ça. C'est ça, on rentre comme dans une banque, dans le sens le plus noble du terme. Il y a un pouvoir, il y a des savoirs, il y a une mémoire, il y a... Voilà, des potentiels. Mais une odeur. Une odeur, totalement. Parlons-en. Un parfum, plutôt. Un parfum. Mais c'est ça, mais je crois que ce qui peut être difficile à vivre, frustrant plutôt, c'est de sentir ce potentiel et de très souvent ne pas avoir la réponse à la hauteur de ce potentiel. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire parce qu'on a cette sensation en rentrant dans une librairie de lire la recherche la nuit même, mais quand même c'est à la fois très beau, et je pense que tu l'expliques
très bien. Et en même temps, il y a toujours ce « Ah !» Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ce rapport-là et pourquoi, en fait ? Ce rapport-là, tu veux dire ? Au livre qui coule pas de source comme cet appel que j'ai comme quand je rentre dans la librairie. Bah, c'est là que où je parle de potentiel. Enfin, en tout cas, c'est le mot qui me vient en parlant avec toi. J'y avais pas pensé avant, mais c'est que... En fait, un livre que j'arrive à lire, si ce n'est en entier, en tout cas, qui me parle, voilà, de manière fluide, qui me parle, dont j'ai soif, c'est souvent un livre, tout aussi fictif puisse-t-il être, qui me parle de moi, que je le veuille ou non, que j'arrive à relier à... Même si c'est une évasion, ça prend corps. Ça prend corps avec quelque chose en moi, d'intime. Et en fait, rentrer dans la librairie, c'est toucher à un soi-même plus grand, agrandi de tous ces autres humains, ces autres têtes, ces autres corps qui ont écrit, qui ont raconté, qui ont témoigné, qui s'adressent à nous, ou à eux, ou à d'autres. Et je m'acharne moins maintenant quand un livre m'échappe, même si c'est un livre absolument génial, ou qui a eu des prix, ou qu'on m'a offert, et que je me sens un peu comme quand on vous a cuisiné un plat extraordinaire qui est la recette avec un R majuscule, mais que ça passe pas. Je me sens moins dans le devoir d'aller au bout, voilà, si c'est pas le moment. Je crois qu'il y a une amie m'a dit ça, une phrase qui peut sembler très facile à dire, mais il y a un temps pour tout. Et avec les livres, c'est vrai. Il y a des livres qui me sont tombés des mains à des époques, comme certaines musiques. Bach, pour ne pas le citer, ou Brahms, des gens, ça passait complètement au-dessus de la tête et des oreilles. Et aujourd'hui, je pourrais pas vivre sans. C'est fou. Et les livres, il y a aussi ça. Et du coup, je suis un petit peu plus sereine avec le fait que, ok, 2-3 chapitres, ou tel passage a été très important à ce moment-là, mais là, ça répond plus tellement. C'est pas grave, ça sera peut-être pour plus tard, ça sera peut-être pour jamais. Et tu parlais de tu donnes une image de mon ancien chez moi, c'est vrai, je nageais un peu dans les livres, je nageais dedans plus physiquement qu'intellectuellement, parce que je les lisais pas suffisamment. Il y avait toute cette fameuse pile que beaucoup de gens doivent avoir, des livres à lire. qu'on nous a offert, qu'on a envie de lire, dont on nous a parlé, etc. Et mon Dieu, mais quel temps faudrait-il, et quelle capacité d'attention ou vitesse de lecture, je sais pas. Au désir, en fait, bien sûr. C'est mais quand aussi avant tout une question de je crois que c'est avant tout une question de désir, et qu'en même temps, pour connaître son désir, c'est toute une autre histoire aussi, en fait. Et donc, en général, son désir en général, et donc son désir par rapport à un livre, aux mots de quelqu'un d'autre, à l'histoire de quelqu'un d'autre, et en même temps, dans un contexte où souvent, on sent que ça devrait être notre désir, parce que, quel monument! Mais c'est comme ça pour tellement de choses, pas seulement les livres. Mais pour les musées, Encore que les musées, c'est différent parce qu'il y a le cadre qui fait que... Mais le parallèle me parle beaucoup. Je te laisse finir. Mais... Non, vas-y. Je pense que j'ai été de ces enfants qui ont mal aux jambes au musée, qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir à l'air libre. À la lumière. À la lumière. Par chance, j'étais donc de ces enfants qui avaient déjà la chance d'aller au musée, comme on allait aux salles de concert, aux salles de spectacle, qu'on lisait des livres, etc. Donc il y avait déjà un certain niveau de transmission. Et le musée, je suis passée à côté pendant longtemps parce que je décrochais dans le débit des guides, très souvent, qui au final me faisaient comme l'effet du livre imposé, même si c'est fabuleusement intéressant et riche ce qu'il a à dire, c'est un empêchement de rentrer en contact avec l'œuvre. C'est terrible. C'est aujourd'hui l'inverse. J'ai suffisamment grandi, j'espère,
ou hélas, je sais pas ce qu'il faudrait dire, mais pour pouvoir essayer de trier les informations qui peuvent m'aider à savourer mieux quelque chose. Mais enfant, je me souviens que généralement, c'était malheureusement, n'en déplaise au guide de musée, c'est un métier extraordinaire. Mais au guide de musique ? De musée. Disons que l'effet médiation, justement, qu'on cherche tellement dans la musique aujourd'hui, pour faire le lien, pour créer un lien entre le public et l'œuvre, et que le public puisse s'approprier une œuvre. Donc voilà, cet effet-là était un échec total avec une personne comme moi, malheureusement. Et donc je gardais un souvenir des musées comme un effort de station, debout, longtemps, etc., et d'ennui. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est la vérité. Et puis de liste d'œuvres, pour le coup, de liste... et de volume, tout à fait. Une saturation cognitive, un gavage. En fait, donc c'était... Bon, ça paraît caricatural, mais je crois que j'ai commencé avec ce rapport-là. À quelques exceptions près, où c'était des toutes petites expositions, ou des petits lieux, donc on a le temps de retenir une toile ou deux avant d'être englouti sous une somme d'informations qui va effacer jusqu'au premier souvenir. Et voilà que, étudiante, il m'est arrivé de sortir seule pour la première fois, puisque j'étais pas dépendante d'un groupe, d'adultes, etc. Et donc de pouvoir aller seule, butiner, encore une fois, j'aime bien ce mot, dans des lieux de musée, comme le musée d'art moderne ou le Louvre, non seulement le temps qui m'allait, mais aussi l'espace qui m'allait. Et il m'est arrivé de rester une demi-heure devant une œuvre, traverser une autre salle ou deux, ne rien retenir de ces salles, mais les avoir faites pour la bonne conscience, et puis ressortir. Et j'avais passé moins de 2 heures dans l'espace. Et est-ce que j'avais rentabilisé mon ticket d'entrée ? Oui, pour la première fois de ma vie, puisque j'avais pu ressentir, vivre un lien avec une des œuvres. Et souvent, je suis retournée voir les mêmes choses. Un peu comme on va à notre restaurant préféré, manger notre plat préféré, on n'a pas tellement envie de changer juste pour la curiosité. J'ai beaucoup eu ça dans à part les expos qui sont temporaires, mais les musées à Paris. Et ça, je crois malheureusement que c'est possible parce qu'on est seul. Et pourtant, j'aime visiter à plusieurs aussi, et à 2, à 3, mais je crois qu'il faut quand même avoir une sacrée intimité et une grande liberté de mouvement et d'esprit pour pouvoir profiter d'un événement comme une visite d'un musée, en étant avec d'autres, et pouvoir chacun avoir quand même son rythme. En fait, quelque part, c'est comme la déambulation dans la nature. D'être seul et de pouvoir laisser se balader nos sens. Le temps, on choisit le temps dont on dispose, on choisit évidemment le contexte, on peut pas faire comme si on était dans une forêt, et c'est pas le but, mais en tout cas cette liberté, si elle pouvait être commune, ce serait salvateur peut-être, en tout cas, enfin plus rentable. Pas rentable en termes, en tout cas, de ce qu'on en gagne. Bénéfique. En fait. Plus bénéfique, exactement. Tout à fait, et je crois qu'elle peut l'être. Et d'ailleurs, j'ai aussi quelques exemples de visites où on peut partager des impressions, mais au risque de décevoir tous les gens que j'aime, c'est vrai que je crois que les moments où j'ai vécu les plus grandes émotions face à des œuvres, c'est quand ils n'étaient pas là. C'est toute seule. C'est horrible. La paix. Non, c'est pas la paix. Je sais pourquoi. C'est aussi une question de pudeur. Un peu comme en musique. Est-ce que il m'est arrivé à des concerts quand on écoute un concert, même si on est 200 ou 70 ou 30 ou 1000 ou 30 ou 2 dans la salle, on n'est pas seul dans la salle, mais on est seul au moment où il fait noir, on est seul à recevoir l'œuvre. Et si l'œuvre nous bouleverse, c'est pas simple de laisser sortir toute cette émotion avec les gens, même surtout les plus proches qui nous entourent. Peut-être qu'eux aussi vivent une émotion extrême. C'est presque impossible de mettre des mots dessus en général sur le moment. Et c'est à la fois très beau de le vivre ensemble, mais aussi paradoxalement très dur à le partager. Pour des raisons de pudeur, je pense. Et c'est pareil dans le musée. Donc c'est non pas que j'aime pas visiter... Non, mais même en plus ça marche pour une émotion forte, comme en fait la pudeur
face à son propre ennui, Tout à fait. qui est très difficile aussi. Enfin, on peut décemment pas dans une... Malheureusement, en fait, ce serait peut-être bien de pouvoir le faire, mais en tout cas, dans un concert dit classique, de musique dite classique, et un concert classique symphonique, par exemple, bah voilà, tout le monde se tient un minimum bien, et tu vas pas commencer à souffler ou à te dire je me fais chier. C'est ça. Non, mais c'est vrai. On doit se tenir. Et donc, c'est peut-être ça aussi que tu décris, le fait d'être seul. Bon, tu peux y passer 15 minutes et puis partir parce que Et c'est tu ça, t'ennuies, en fait. c'est aussi, il y a un rapport à soi et il y a un rapport de courtoisie à l'autre, de pas lui imposer son propre rythme ou de pas s'imposer, De le suivre. d'imaginer que son rythme c'est celui-là, que si ça se trouve lui imagine que c'est le rythme qui nous va. Enfin, je trouve que ça rajoute un paramètre en fait social qui n'est pas toujours non seulement simple, évident à intégrer dans le rapport émotionnel à une œuvre, mais qui en plus finalement va diminuer et le lien à l'œuvre et le lien à l'autre. Ouais, et, et pour tout le monde. Et voilà, parfois il y a certainement, même dans ma propre vie, des situations qui peuvent parfaitement prouver le contraire, et fort heureusement, mais le plus souvent, en tout cas les souvenirs, pour parler de mémoire, les souvenirs les plus forts que j'ai au Musée d'Art Moderne ou au Louvre pour Paris ces dernières années, c'est vrai que c'était presque toujours seul. Pas toujours, mais presque toujours. Parce que c'est vrai qu'on a moins le devoir de rester un certain temps ou d'aller voir... Après, être avec quelqu'un, ça peut aussi nous emmener voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Enfin, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on est plus fort et meilleur seul face à toutes ces choses. Je ne veux pas risquer de laisser entendre ça. Non, mais c'est un exercice de liberté. En tout cas, oui. Après, c'est aussi un exercice de positionnement, finalement. Pourquoi est-ce qu'en groupe, ou à 2 ou 3 ou en groupe, quelle que soit la taille du groupe, on a plus de mal à trouver cette liberté? Est-ce que c'est propre à moi, ou est-ce que c'est inhérent au fonctionnement d'un groupe à partir de 2 ou 3 personnes? Au fond, c'est une question aussi. C'est une question en suspens. C'est une question en suspens. Ouais. J'aimerais, pour conclure, tenter cette question un peu délicate. Comment tu définirais ta propre sensibilité? Elle peut rester aussi en suspens, cette question. C'est simplement que j'ai initié en confiant quelques petits éléments de ce que moi je peux percevoir de toi. Et j'aimerais que tu puisses me dire comment commencer à l'intérieur. Alors, tout récemment, j'ai passé un concours administratif de la fonction publique pour essayer d'être titulaire dans l'enseignement du violon. Et comme il s'agit d'entrer dans le service public, j'ai révisé les droits et devoirs du fonctionnaire, par exemple. Et on m'a rodé, on m'a coaché sur les questions qui pouvaient tomber, et notamment la question tes qualités, tes défauts. J'ai pas eu cette question au fameux concours, mais je l'avais du coup un petit peu mastiqué. Et le premier mot qui me venait dans les 2 colonnes, c'était sensibilité. Dans le sens où c'est quelque chose, je pense... Déjà, toi, tu me dis comment définir ta sensibilité. Tu pars du principe déjà, on ne questionne pas la présence de la sensibilité. Et je te remercie de le voir avec autant d'évidence, mais c'est sûr que il y a différents degrés de sensibilité, d'abord chez différents individus, mais aussi dans une même personne à différents moments de la vie, de la journée, des cycles de vie. Mais oui, mais justement, il y a une force commune. Il y a forcément une force commune
à toutes ces diverses sensibilités que tu décris. Oui, et ces diverses sensibilités, ces divers moments de la sensibilité, diverses expressions de la sensibilité, ou empêchements d'expression, sont... Je sais pas dans quelle proportion, est-ce que c'est autant l'un que l'autre, mais sont en tout cas tantôt une chose douloureuse à gérer, difficile, exigeante. Oh, très exigeante. Tantôt une brèche vers un monde d'une vitalité inouïe, enviable, certainement, et entraînant, et heureux. C'est les deux. Je crois que si je devais définir, si je devais parler de sensibilité, en tout cas de la mienne, c'est comme un organe ou un sens, le sens sensible, que j'ai autant envie de déployer que d'apaiser et de laisser se reposer. C'est un petit peu comme, si je file la métaphore des sens, l'audition ou la vue ou l'odorat. Quand on a un odorat très développé, quel bonheur. Je retiens beaucoup les odeurs des gens, des différents cafés, des fleurs, etc., etc., etc. Mais aussi tout le spectre des odeurs qui me sont bien moins agréables, voire extrêmement désagréables, qui vont m'agresser littéralement. Alors que le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir dans la sensibilité. Je crois qu'on ne peut pas être que sensible au beau et au plaisant. Bien sûr. On est sensible à quoi? Au monde, on est sensible à ce que suscitent en nous les événements auxquels on est généralement relié ou spectateur. Et ce que ça peut générer en nous, c'est beaucoup d'intensité. Donc lorsque c'est pour le mieux, et ben quelle chance, on vit à fond. Et lorsque c'est douloureux, c'est parfois très très dur de faire avec. Vraiment très dur. Et dans ces moments-là, je sais pas si... Je ne veux pas... Je veux pas me croire en disant que j'aimerais être moins sensible. Mais disons qu'on... C'est comme si on était généralement à nu pour un certain nombre de choses. Et même si avec le temps, avec la vie, avec l'expérience, dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, l'enseignement, le rapport à notre métier concertiste, le personnel, l'affectif, bref, le vécu, les projections, tous les aspects de notre vie, même s'il y a peut-être un certain cuir qui se fait, et un détachement parfois qui est possible à certaines choses, on reste, je trouve que ça reste très imprévisible. Très imprévisible. La réaction qu'on va avoir aux éléments, et qui est parfois surprenante de sagesse, de grandeur, de hauteur, et parfois d'incapacité. Ouais, terrassante, d'incapacité, de non-visibilité, et générant jusqu'à pas mal d'agressivité, intérieure ou extérieure. Et c'est quelque chose qui... Je crois pas qu'on puisse... Est-ce qu'on peut apprendre à maîtriser sa sensibilité comme un instrument de musique complexe? Si tel est le cas, je veux bien qu'on me donne le contact d'un professeur expérimenté. Mais à l'apprivoiser, à l'accueillir, à la supporter, oui, ça, sans doute. Et je crois que j'ai encore plus peur de perdre en sensibilité que de souffrir par sensibilité.
peut-être. Ça, c'est déjà un bon point. Non? Oui, mais c'est au fond la fameuse détresse de est-ce que je réussirai de nouveau à écrire quelque chose. C'est lié à ça. Ouais. Mais ça veut dire que c'est quand même... Pour boucler la boucle, c'est quand même la lumière et la joie qui l'emporte, quand même. En tout cas, la joie que ça peut t'apporter, qui l'emporte. En tout cas, je pense que j'ai plus d'inquiétude à perdre la joie. L'émerveillement et la joie, ouais. Voilà, que d'inquiétude à ne pas me sortir des méandres qui peuvent m'entraîner parfois. Mais c'est une vraie force, pour le coup. Sans doute. Ça se formule avec toi, tout ça. Je l'avais pas vu comme ça jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est une heureuse révélation. Eh bien, je suis ravie. Si cette cave a permis ça. Merci beaucoup, Elsa. Merci à toi.